Je m'appelle Miko Blujon-Méred, je suis chargé d'enseignement en géopolitique, marché et diplomatie de l'hydrogène à Sciences Po et également membre du comité de pilotage de la Task Force Hydrogène de MEDEF International et France Hydrogène. Hier matin, vous êtes intervenu sur la plénière L'Europe, des ambitions fortes, des feuilles de route à aligner. Après avoir conversé avec de nombreux acteurs de divers pays, quel constat tirez-vous ? Dans la table ronde sur l'Europe qui a ouvert ce forum à Belfort, on s'est aperçu de deux choses. D'une part, qu'effectivement le désalignement entre la politique française d'un côté, la politique allemande et leurs partenaires respectifs était toujours relativement vivace, à l'heure où d'une part l'Allemagne actualise sa stratégie hydrogène et à l'heure où la France est en train, elle aussi, d'actualiser cette stratégie. Mais il y a un truc qui rassemble à peu près tout le monde en Europe, ce sont les niveaux, les degrés d'ambition. C'est-à-dire qu'effectivement, tous les pays européens, à quelques rares exceptions près, comme par exemple la Lettonie, Malte ou Chypre, qui n'ont pas aujourd'hui de stratégie hydrogène, tous les pays en Europe qui ont une stratégie hydrogène sont dans une démarche d'essayer de faire en sorte que ces stratégies hydrogène soient les plus ambitieuses possibles. Maintenant, la question qui se pose au niveau européen pour tous ces acteurs-là, c'est effectivement qu'est-ce que ça veut dire être ambitieux dans l'hydrogène ? Depuis les années 2020-2021, on a surtout eu des politiques de soutien à l'offre de l'hydrogène, ce qui aujourd'hui crée un déséquilibre par rapport à la demande et cette fameuse question que beaucoup dans l'hydrogène posent entre l'œuf ou la poule, qu'est-ce qu'on doit privilégier ? L'Europe y a répondu en privilégiant l'offre d'abord et donc en créant ce déséquilibre aujourd'hui. Maintenant, quel est le niveau d'ambition de l'Europe par rapport au soutien à la demande? Ça, c'est la première question. Et pour l'instant, il n'y a pas vraiment de réponse, même dans l'actualisation de la stratégie allemande publiée en juillet dernier. Et la deuxième question, toujours par rapport à ce niveau d'ambition sur la demande comme sur l'offre, c'est à quel degré l'Union européenne, les pays, les 27 sont prêts à rentrer dans cette compétition internationale. Parce que là où l'Allemagne remet 18 milliards d'euros sur la table à horizon 2030 dans sa stratégie actualisée de juillet 2023. Là où la France met actuellement, si on met tout bout à bout, quelque chose comme aux alentours de 15 milliards d'euros à horizon 2030, quand on compare ça aux 97 milliards du plan japonais dit GX pour la seule partie hydrogène, quand on compare ça au IRA américain évidemment avec ses 137 ou 138 milliards de dollars d'investissement qui pourraient être débloqués par les facilités de l'IRA, quand on met ça en regard ne serait-ce qu'avec l'Afrique du Sud, un pays qu'on ne regarde pas souvent en Europe, mais qui a mis dans sa nouvelle stratégie hydrogène 2022, là aussi 18 milliards d'euros sur la table pour la période jusqu'à 2030, et bien voilà, la question qui se pose, c'est individuellement et à cause de leur désalignement, est-ce que les acteurs européens sont prêts pour peser véritablement ensemble en masse critique et donc tirer tout le bénéfice d'avoir un marché de plus de 500 millions de consommateurs à assouvir avec de l'hydrogène par rapport à ce qui existe à l'étranger. Et là, évidemment, les deux premiers épouvantails, c'est d'abord et avant tout, que ce soit sur l'offre ou sur la demande, les États-Unis et la Chine. Vous sortez tout juste d'une conférence sur l'hydrogène naturel. Qu'est-ce que l'hydrogène naturel et quel est son potentiel ? Qu'est-ce que l'hydrogène naturel ? L'hydrogène naturel, tout simplement, ça peut être une révolution. Ça peut aussi être une simple évolution. L'hydrogène naturel, c'est tout simplement l'hydrogène qui émane du sol. C'est de l'hydrogène qui, comme son nom l'indique, est naturel et qui n'est pas la même chose que le gaz naturel qu'on appelle gaz naturel, qu'on devrait appeler méthane en réalité, qui a été appelé gaz naturel pour être juste tout simplement un petit peu plus commercialement intéressant. Là, sur l'hydrogène naturel, la notion de naturalité de cet hydrogène est très importante parce que ça distingue l'hydrogène source primaire d'énergie de l'hydrogène vecteur d'énergie. Quand on parle d'hydrogène issu de renouvelables, hydrogène issu de gaz naturel justement, hydrogène issu de charbon et autres, on est sur un hydrogène vecteur. Il faut tout simplement une source d'énergie primaire pour produire cet hydrogène. Sur l'hydrogène naturel, c'est tout simplement de l'énergie primaire dans le sol qu'il faut aller capter. Alors ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que oui, l'hydrogène naturel a du potentiel. Ce qu'on sait, c'est que oui, si l'hydrogène naturel existait en termes d'offres de marché, ce serait sans doute, et là encore une fois il y a une forme d'unanimité dans la littérature des experts sur le sujet, l'hydrogène le moins cher, parce que vous n'avez pas besoin d'avoir toutes les énergies renouvelables, toutes les infrastructures nécessaires du genre électrolyseur, etc. Vous l'avez directement dans le sol. Vous avez une empreinte, une emprise au sol qui est beaucoup plus faible évidemment que sur des projets issus d'énergie renouvelable ou évidemment issus d'énergie fossile. Mais le troisième point qui va être clé, c'est évidemment le fait que ce serait l'hydrogène le moins intensif en carbone, le plus respectueux de l'environnement, évidemment. Donc quand on met ensemble ces trois promesses, on comprend que tout de suite, non seulement pour les industriels, mais aussi pour les politiques,
c'est potentiellement une révolution, parce que ça voudrait dire, et on pourrait qualifier cet hydrogène naturel, si véritablement on pouvait l'exploiter massivement à l'horizon peut-être 2050 ou plus, on pourrait dire que c'est le Graal de la transition énergétique. Une énergie, une source énergétique qui est bas carbone, pas si cher que ça, même si ça reste encore à prouver sur les premières évaluations, et qui peut être potentiellement répartie à travers la planète. C'est ça qu'il se joue, et fin 2023, début 2024, un rapport du United States Geological Service, le USGS, va être publié et fera autorité sur la question de cette répartition géographique dans le monde de cet hydrogène naturel. Est-ce que des pays ont déjà été identifiés comme ayant de grandes réserves ou la répartition est plutôt égale sur la surface du globe? Alors, est-ce qu'il y a des pays qui pourraient être les Arabies Saoudites de demain dans l'hydrogène naturel? A priori, la réponse est oui, c'est-à-dire que fondamentalement, il y a deux facteurs à prendre en compte, comme pour le pétrole ou comme pour le gaz. D'une part, est-ce qu'il y a des ressources? Et si oui, est-ce qu'elles sont en quantité et est-ce qu'elles sont suffisamment faciles à exploiter à bas coût pour effectivement se massifier? Donc là, la réponse est on ne sait pas. On ne sait pas, il y a un certain nombre d'évaluations qui sont menées un peu partout dans le monde. On a un certain nombre de startups, on a même un pôle d'excellence et de recherche sur le sujet, que ce soit à l'université de Pau, avec autour de ça des entreprises dans le pôle Avenia, le consortium Earth2, que ce soit à l'IPGP à Paris ou d'autres encore, à l'université de Lorraine qu'on peut citer évidemment, où on va avoir des programmes de recherche qui vont vouloir quantifier les ressources potentielles sur telle ou telle zone géologique qui paraît favorable par rapport à ce qu'on sait de comment l'hydrogène naturel se construit, se produit naturellement dans le sol, plutôt que dans d'autres. Mais on ne sait pas tout. On ne fait que commencer à effleurer le sujet. On ne fait que tout simplement essayer de comprendre comment l'hydrogène, d'une part, se constitue. Est-ce que les réservoirs, est-ce qu'il y a des couches qui font effectivement couverture pour empêcher l'hydrogène de monter jusqu'au niveau de la surface et dans l'atmosphère? Toutes ces questions-là, on commence à répondre par la positive, parce qu'il y a de plus en plus de recherches qui sont menées, mais c'est que le début. Et parce que c'est que le début, eh bien, il y a justement un petit problème qui commence à émerger, notamment d'un point de vue politique. On observe certains commentateurs ou certains élus qui sont déjà en train de mettre peut-être un peu la charrue avant les bœufs et qui opposent les formes d'hydrogène avant même d'avoir cet hydrogène naturel. On l'a vu en France, on le voit en Australie, on le voit aux États-Unis, on le voit dans d'autres pays encore, où justement on se dit si l'hydrogène naturel est là, à portée de main, ou peut-être à portée de forage en tout cas, mais qui peut être effectivement la source d'énergie primaire la moins carbonée qui existe et l'une des moins chères, et bien fondamentalement, la question qui va se poser, c'est pourquoi encore continuer à faire de l'hydrogène vert? Pourquoi encore continuer à faire de l'hydrogène issu de fossiles? Et là, ce personnel politique-là est en train de poser une question qui est problématique pour tout le monde. C'est-à-dire que, quels que soient les avantages de l'hydrogène naturel, on a besoin de tous les types d'hydrogène pour entamer cette transition énergétique. L'hydrogène naturel ne va venir que remplacer des vecteurs énergétiques à partir d'hydrogène qui, de fait, vont être chers. Mais si on commence à opposer hydrogène naturel d'un côté et l'hydrogène issu de renouvelables, le problème qu'on va avoir, c'est qu'on va tuer l'ensemble de la filière avant même qu'elle existe pour ce qui est du renouvelable. Et on va faire peut-être du naturel, certes, mais dans 15 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, et il va falloir relancer une dynamique, notamment sur la demande. Donc, fondamentalement, aujourd'hui, il faut raison garder et il ne faut pas s'emballer. Contrairement à ce qu'on a vu après les annonces qui ont été faites en Lorraine, en France, où on a vu un emballement médiatico-politique qui a été et qui commence à être, au-delà de la France, un peu préjudiciable à l'ensemble de la filière. Dans quelle mesure l'hydrogène blanc bouleverse les prédictions qui étaient jusqu'alors faites en matière d'importation et d'exportation de l'hydrogène? Dans quelle mesure l'hydrogène naturel pourrait bouleverser les logiques d'import-export de l'hydrogène? Aujourd'hui, en 2023, on n'en sait rien. Effectivement, on sait quels sont les premiers pays où il y a un certain nombre de recherches qui commencent à être relativement intéressantes sur l'hydrogène naturel. On en trouve par exemple en Islande, on va en trouver aux États-Unis, dans divers endroits du territoire, que ce soit en Californie, au Kansas ou ailleurs. On va en trouver évidemment en Australie, ça a été annoncé, au Kosovo, en Espagne, au Mali, il y a du potentiel au Maroc, à Djibouti, bref, il peut potentiellement y en avoir partout. On le savait aussi avant la guerre en Ukraine, il y a un potentiel très fort d'hydrogène naturel sur l'est de l'Ukraine et dans le sud-ouest de la Russie. Bon, une fois qu'on a dit ça, en réalité, encore une fois, on ne sait pas à quel degré l'hydrogène naturel pourrait bouleverser les logiques d'import-export de l'hydrogène renouvelable et de l'hydrogène
issus de fossiles avec capture de carbone. On n'en sait strictement rien parce qu'on ne sait pas combien il y a de ressources, on ne sait pas si effectivement elles sont commercialement exploitables à grande échelle, on ne sait pas non plus à quel degré de débit on va retrouver cet hydrogène, on pourrait faire sortir cet hydrogène, ce qui impacte évidemment sa commercialisation potentielle. Et enfin, surtout ce qu'on ne sait pas, c'est à quel degré les États sont prêts à favoriser l'hydrogène naturel par rapport à d'autres types d'hydrogène. Donc oui, on commence déjà à observer des logiques, on va dire, de conflictualité naissante, vraiment c'est des signaux faibles, mais on en observe quand même entre cet hydrogène naturel et l'hydrogène issu de renouvelables. Oui, il y en a qui nous disent que l'hydrogène naturel serait mieux que l'hydrogène renouvelable, pas juste pour des raisons climatiques, pas juste pour des raisons de coût, mais parce que de fait, si vous voulez faire de l'hydrogène renouvelable, notamment avec du solaire photovoltaïque ou des éoliennes, vous allez dépendre peut-être de matériaux qui vont venir de Chine, et c'est peut-être d'un point de vue stratégique pas si intéressant. Enfin bref, on observe des signaux faibles sur ce sujet. Pour autant, aujourd'hui, on ne sait pas du tout, j'insiste vraiment, à quel point cet hydrogène naturel pourrait bouleverser le jeu. Une fois que je vous ai dit ça, il y a un dernier point qu'il faut absolument évoquer, parce qu'on l'a vu en France avec l'emballement médiatique, suite à l'annonce d'une découverte qui n'en est pas vraiment une, en tout cas pas commerciale évidemment, en Lorraine, c'est que oui, certains États qui envisageaient l'hydrogène dans une logique de production locale pourraient, s'il y avait de l'hydrogène naturel chez eux, voir leur développement complètement bouleversé. En France, quand on parle d'hydrogène produit dans l'Hexagone, on parle essentiellement de renouvelables, mais surtout effectivement de nucléaire. Et fondamentalement, si on avait de l'hydrogène naturel demain, est-ce qu'on investirait dans le nucléaire encore pour pouvoir développer cette chaîne de valeur hydrogène? C'est pas certain. Mais encore une fois, voilà, si on oppose les hydrogènes entre eux, surtout avant même qu'ils soient mis sur le marché pour ce qui est du naturel, de fait, encore une fois, c'est toute la filière qui est impactée et c'est toute la transition énergétique qu'on freine.